retour dans cette émission spéciale de l'autre journal où nous faisons une mise au point de la rédaction de l'alternative. Voilà, Ferdinand, tout à l'heure dans tes développements, tu as parlé de l'acharnement, je ne sais pas pourquoi, des informations qui nous revenaient plus souvent de certains responsables de ce parti, l'ANC. On a l'impression que le parti même a quelque chose contre le journal. Non, je pense que c'est un parti qui est très réfractaire à toute critique. Moi, je connais le premier responsable de ce parti il y a très longtemps. Et je pense que, bon, moi, je n'ai pas connu le premier responsable de ce parti en 2015 ou 2010 ou 2020. Pour ceux qui ne le savent pas, moi, j'ai lutté pendant longtemps dans l'UFC. Tout le monde le sait. Beaucoup de gens le savent plutôt. Et je n'ai pas milité à un niveau très inférieur. On était dans les structures du parti, on se rendait tout le temps chez Jésus-Christ à Accra et tout et tout. Et je ne veux pas ouvrir la période UFC. Même si, parce qu'il y a des choses à dire que les Togolais ne savent pas. Mais je veux pas, ce n'est pas le but de cet exercice. Mais dans cette partie de l'émission qu'on est en train de faire, je voulais juste dire deux ou trois choses qu'on a eu à faire, ne serait-ce qu'une petite partie de l'iceberg, qu'on a eu à faire par le passé pour aider M. Jean-Pierre Favre. On n'a rien de particulier pour M. Jean-Pierre Favre, c'est un acteur politique qu'on respecte, il est dans l'espace public, les journalistes font leurs analyses. En 2010, il y a eu cette crise-là à l'UFC qui a conduit à la scission. Et en 2010 déjà, l'alternative était là. Puisque nous, on a été créé en 2008. On a été créé en 2008. Parce que j'ai lu tellement de conneries sur les réseaux sociaux. J'ai lu quelque part, on dit que c'est l'ANC qui a créé le journal. Ça m'a beaucoup fait rire. Donc ça donnait 3 millions pour créer le journal. Ça m'a beaucoup fait rire. Parce que quand on veut discréditer, on invente tellement d'histoires que vous vous posez la question de savoir, ben, ça sort d'où? Et donc, cette scission-là arrivait au moment où il y avait la présidentielle de 2010. Et l'UFC, après ce qui est arrivé à Gilles Christ, on a dit qu'il est tombé dans les escaliers en France, ce que certains ont qualifié après de maladie diplomatique, que l'UFC ne voulait pas aller aux élections présidentielles. Et rapidement, Jean-Pierre Favre s'est constitué candidat pour pouvoir suppléer à Gilles Christ Olympio. Ça a créé une crise, pour rappeler. Alors, dans la foulée de cette crise-là, qui était d'abord interne à l'UFC, et qui était aussi dans la foulée des préparatifs de la présidentielle, il y avait une réunion qui devait se tenir à Paris, qui a abouti à la création du FRAC, tout ce que vous savez à l'époque. Et à l'époque, c'est moi qui ai assuré la coordination de tout ça. Je prends la responsabilité aujourd'hui de le dire. C'est moi qui suis allé chez les leaders, chez Jacques Bouibor, tout ça, chez FAC, pour préparer la rencontre de Paris, qui a abouti à la création du FRAC. Vous connaissez l'initiateur du FRAC, vous savez que je suis proche de lui. Et donc, à Paris, il y a eu cette discussion-là, à Boumé, il était, à Bejamabou, à Bouibor, et l'idée de l'initiateur de cette rencontre, c'était de pouvoir choisir une candidature unique. Mais il a démontré que la candidature unique ne pouvait se faire qu'autour du parti le plus organisé, le plus implanté. Abouibon n'était pas d'accord, Agoum était d'accord, à un moment donné, il a un peu il a mis des réserves, Adjamagboua va prendre les avis des responsables de son parti. Et il y a eu cette réunion du FRAC qui a abouti à un document et tout et tout. Entre-temps, Boubo, lui, il a quitté la réunion, il est parti voir Jécris qui était encore à Paris pour avoir sa bénédiction pour aller aux élections.
Donc, Fabre, candidat de l'UFC et du FRAC, nous sommes tous jetés à l'eau pour l'accompagner dans cette lutte-là. On était là, mobilisation, malgré le fait qu'on était des journalistes. Tout le monde sait qu'on est des journalistes engagés, nous voulons le changement. On était là, accompagnés du tout. On s'est battu pour ça. De jour comme de nuit. Et l'élection a eu lieu. Et on a vu que l'élection a été... il y avait eu un hold-up. Et puis il y avait des manifestations. À la plage, on manifestait, on allait à la plage chaque samedi. Et au bout de, je crois, 4 ou 6 mois, peut-être même plus, les manifestations, la foule a commencé par s'éclaircir. Il n'y avait plus tellement d'engouement, les gens venaient, mais c'était plus vraiment la foule du début, comme si les gens commençaient pas à se décourager et tout ça. Et donc, comme on était déjà impliqués dans la chose, Raymond Mundio, encore lui, je le cite une deuxième fois, il est là, vous pouvez l'appeler et vérifier. Raymond Mundio, qui était le collaborateur en termes de, dans le domaine de la communication autour de Fabre, est venu nous voir pour dire il faut nous aider, que je sais que c'est vous qui pouvez nous aider, que la communication du boss, c'est pas ça. Vous savez très bien que le talent d'Achille, l'une des faiblesses de l'idée de l'ANC, c'est l'expression. Ce n'est pas qu'il n'a pas de bonnes idées, mais l'expression des idées. Et donc, il est venu nous voir pour dire si on peut aider à améliorer la communication. C'est vraiment mon job. Il y avait moi, Ferdinand Ité, Fabi Kwasi, Zeus Aziadouro, Pedro et Raymond lui-même. On est allé voir Fabre. On a fait des réunions chez lui. Et on a commencé par travailler pour améliorer sa communication. Chaque semaine, je dis bien chaque semaine, on se réunissait pour faire des fiches de communication pour lui permettre d'aborder des thèmes accrocheurs pour pouvoir ramener la foule. Ceux qui se souviennent ou ceux qui se rappellent, je ne sais plus quoi dire, ils vont se rendre compte qu'à un moment donné, 6 mois après, à partir du 7e mois, quand Jean-Pierre Fabre montait sur le podium pour parler aux gens, il sortait toujours une fiche de sa poche. C'est nous qui faisions ce travail-là. On le faisait comment? Bénévolement, parce que nous étions engagés, on était pour le changement. On a fait ce travail-là au bout de 4 mois. On se réunissait chaque jeudi ou chaque vendredi, quelque part en ville, on rédigeait les documents, les fiches, et puis vraiment on acheminait ça. Elle allait faire l'exercice avec lui, pendant au moins 4 mois. Et la communication s'est améliorée. Après, et je rappelle que ce travail-là, on l'a fait de façon désintéressée. Je le dis pour faire comprendre à ceux qui sont en train de brailler sur les réseaux sociaux là, que voilà des choses que nous avons eu à faire, nous. La lutte n'est pas encore finie, on ne devrait pas le dire, mais je le dis pour que les gens comprennent que quand on parle de Fabre là, il y a très longtemps qu'on travaille. Ce n'est pas des gens qui viennent de découvrir, je ne sais pas qui s'agitent, qui racontent des histoires. On a fait ce travail. Et au bout du compte, les manifestations ont sombré dans l'usure. Il y avait plus du monde qui venait et tout, au bout d'un an et tout ça. Et nous nous sommes dit, mais on fait quoi? On ne va pas laisser la situation comme ça. Donc ce noyau que j'ai cité là, il y a quelques personnes qui se sont détachées du noyau. Donc Fabi, moi, et Raymond et Pedro. Je n'étais plus trop disponible. On est allé se joindre à Maître Adjarik Mandé, qui était le président de LTDH, afin que Dieu est venu se joindre à nous, à 4 et quelques personnes. On a commencé par réfléchir, on s'est dit, mais on ne peut pas laisser la situation comme ça. La mobilisation est totalement tombée. Et les leaders avaient des problèmes entre eux, les gens ne se parlaient plus. On a commencé par aller chez les leaders, un à un, pour aller les supplier de laisser tomber leur colère et de se mettre ensemble. Et qu'on va relancer un nouveau mouvement. Et c'est ce noyau-là, on est allé chez
je ne vais pas les citer tous, tels que vous les connaissez, on allait chez tous les leaders, même les supplier de laisser les querelles. Et c'est comme ça que ce noyau a commencé par travailler. Et quand les leaders, nous leur avons expliqué ce qu'on voulait faire, quand les leaders ont compris, ils ont commencé par envoyer les représentants de leur parti aux réunions, pendant que nous on avait déjà fait les travaux préparatoires. Donc, ce noyau-là a commencé par travailler dans l'ombre depuis. On faisait la mobilisation médiatique, il y avait à l'époque les gens des fermes, il y avait des radios, on faisait la mobilisation, mais on faisait aussi des réunions. Parfois on rentrait à la maison à 4 h du matin, on était traqués par les services de renseignement. Les gens nous traquaient, parfois on ne dormait pas à la maison. Et on n'avait même pas de moyens. Parfois c'est quand Pandé Adjari rentre, il prend quelqu'un, s'il est dans sa ligne, il le dépose quelque part, la personne continue soit à pied, prend une moto. C'est comme ça qu'on a travaillé. Pandé est là, vous pouvez le demander. Afin que Bédier est là, vous pouvez demander. Raymond est là, Fabien est là. Les autres sont là, vous pouvez leur demander ce qu'on a fait. Et c'est comme ça qu'on a commencé par mettre au siège de la LTDH les bases de ce qui est devenu après le CST. Exactement. Parce que moi, j'assumais les responsabilités de SOS journalistes en danger. C'est comme ça qu'on a travaillé. Vous voyez. Et donc, il y avait, il ne faut pas que je l'oublie, sinon vraiment vouloir, il y avait Claude Amégavi. Vous savez que Claude Amégavi, c'est quelqu'un qui est toujours disponible. Dès qu'il y a les bonnes idées, il est là. Et c'est depuis l'université que Claude Amégavi nous a formés à toutes les méthodes de révolution et tout et tout. C'est le meilleur au Togo, c'est l'un des leaders qui est resté fidèle à sa conviction et à ses méthodes. Et donc, on a commencé les réunions. C'était toujours difficile. Quand on venait en réunion, il y avait des accrochages entre les responsables des partis politiques. Et quand Agbouibo avait reçu des rapports de Jean Kissi, Agbouibo m'a invité à la maison parce qu'il a compris que c'était nous les initiateurs, le cerveau qui travaillait. Il m'a appelé à la maison, chez lui à pas Foreva, non, Trésor. Vous connaissez Agbouibo? On a fait une discussion de 2 heures de temps parce que Agbouibo ne voulait pas que on aille directement dans un regroupement qui se consacre exclusivement à la mobilisation. Il voulait que nous, les jeunes et les responsables des organisations de société civile, les médias, on les amène à une union pour préparer les élections qui vont venir. Et nous avons dit non, il faut d'abord la mobilisation avant de préparer les élections. Agbouibo m'a reçu à la maison, autour de Koliko Parti. Vous connaissez Agbouibo, il est très... il a une mémoire d'éléphant, et puis c'est un politicien très intelligent, calculateur. Il a essayé de me tourner, pour me convaincre qu'il ne faut pas qu'on aille dans ce sens-là. On a passé 2 heures de temps, il m'a fait l'historique de 5 octobre. Je lui ai dit non, je connais tout ça, parce que j'étais ami à Ilia Lobo-Dosouvi, donc je connais tout ça. Même si nous on était jeunes à l'époque, je connais tout ça. Il m'a raconté comment il s'est investi, le phare, le CATR, et puis après le cas, tout ce qu'il a fait. À la fin, je lui ai dit non, que ce qu'il propose là, on ne peut pas le faire. Et après moi, il a invité Maître Adjari Pandé et Maître Afang Bédier. Ce sont ses collègues de barreau, ils sont avocats. Il a fait le même exercice avec eux. Eux aussi n'ont pas fléchi. C'est comme ça que le CAR a commencé par reculer. Et quand le moment était venu de signer la charte, le CAR ne l'a pas signé et le CAR a commencé par initier Arc-en-Ciel avec les autres partis qui ne voulaient pas adhérer à la charte du CST. C'est comme ça qu'on a travaillé. Et à la fin, après des tentatives pas possibles, on a fini par créer le CST. On a surmonté les difficultés. Même à la veille, ça a failli capoter. Il y avait un représentant de l'ANC, je ne veux pas le nommer ici, qui était tout le temps en accrochage avec Claude Amégavi. Les gens ont dû, la nuit, il était en accrochage avec Claude Amégavi, avec Agbouibo, les gens ont dû la nuit aller chez Favre pour le réveiller, pour dire, ton gars là, il ne nous facilite pas la tâche, il faut le sortir. C'est comme ça qu'on a renvoyé à la réunion Patrick Djondo, un autre membre de l'ANC. Vous voyez? Et donc, on a lancé le CST. La mobilisation était à son comble. Le 12 juin, on a lancé une manifestation dans les rues de Lomé. Oui. Je rappelle cela. Au départ, puisque l'ANC avait déjà le FRAC, ils n'étaient pas trop chauds pour un nouveau regroupement. Mais quand ils ont vu que l'initiative était en train de prendre, ils sont venus. Et on a lancé les manifestations du 12 juin. Je me rappelle à Déco, quand on était arrivé à Déco. Moi, j'étais derrière Jean-Pierre Fabre. Il a sauté pour regarder la foule. Il n'en revenait pas, il a crié. Après,
on a vu ce que les politiciens ont fait du CST. Et c'est ce CST-là qui a redonné un nouveau souffle à tous les partis de l'opposition après la défaite de 2010. Puisque les marches à la plage, il n'y a marché plus du monde. Il a fallu le CST pour que tous les partis politiques, pas seulement l'ANC, mais tous les partis politiques qui étaient dans le CST retrouvent une certaine vigueur. Et c'est dans la foulée qu'ils sont allés aux élections législatives. Je pense que c'est 2013, où les gens sont devenus députés. Donc, qu'est-ce que nous n'avons pas fait? Ils sont nos grands frères. Qu'est-ce que nous n'avons pas fait pour les aider? Et on l'a fait de façon, je te dis, désintéressée. Les gens sont là. Après, les gens ont subi des représailles. Vous savez pourquoi aujourd'hui la LTDH n'existe pratiquement plus? Quand la LTDH s'est engagée dans le processus de CST, la représentante du HCDH ici, parce que le HCDH finançait les organisations de la société civile, Mme Igéola Tokoulou, elle a appelé M. Adjarik Mandé pour lui dire que si la LTDH ne sort pas de ce processus-là, elle va faire couper tous les financements de la LTDH. Effectivement, ils ont coupé tous les financements, ils ont appelé l'extérieur, tous les partenaires. Ils ont coupé les financements à la LTDH. Adjarik Mandé, après, il a connu des déboires, cambriolage de son siège, sa voiture, son cabinet et tout et tout. Il a dû quitter le Togo. Maître Afak Bedi, il a eu des redressements fiscaux pas possibles. Il a dû aujourd'hui s'éloigner de la politique. Nous, on a été traqués. Donc, qu'est-ce qu'on a fait? On n'a pas fait pour aider nos grands frères. Parce que je considère que ce sont nos grands frères, ce sont des leaders. On en avait fait d'autres avant dans l'UFC, dans d'autres regroupements. C'est pour ça que je ne vais pas parler de ça. Voilà. Donc les gens, il ne faut pas que les gens pensent que nous sommes de la dernière pluie. Ceux qui font des théories, des développements pas possibles sur les réseaux sociaux là, et qui pensent que peut-être que Ferdinand n'a jamais vu Jean-Pierre Farr. Vous savez qu'est-ce qu'on a fait dans ce pays? Après, quand des gens, à un moment donné, ont commencé par critiquer quelques faux pas de l'ANC, mais il y a eu des attaques pas possibles. On a vu comment des gens se sont organisés pour attaquer Fanny Kouassi, qui est une journaliste très engagée, qui était avec nous. C'était la seule femme parmi nous. Rappelez-vous, le jour où on a lu la déclaration des organisations de la société civile à la place, c'est elle qui l'a lu. Qu'est-ce qu'on n'a pas raconté sur Fabi? Qu'est-ce que les gens de l'ANC n'ont pas raconté sur Fabi? Parce qu'elle a commis le péché de critiquer Jean-Pierre Farr. On l'a insulté, on a inventé des histoires sur les réseaux sociaux, tombé dans sa vie privée, raconté plein de choses sur elle. Aujourd'hui, c'est bien le cas. Qu'est-ce qu'on n'a pas raconté sur elle? Mais elle était super engagée, déterminée, disponible. Fabi, c'est une journaliste de grande compétence. Elle a fait BBC, elle a fait tout, elle a fait Légende. Juste parce que elle a eu le culot de critiquer l'ANC. Après, ils sont tombés sur nous. Ils sont tombés sur nous. Et ça continue. Et ça continue. Aujourd'hui, tous les journaux qui ont accompagné l'opposition dans toute cette dynamique de 2013, non, de 2012, non, depuis 2010 jusqu'en 2017 là. Est-ce que les gens se posent la question de savoir si ces journaux sont encore solides aujourd'hui? Les Jérôme Sossou, traînent des enjeux, les Ambroise Kondo, et Joël Lega, Personne âme, les Libertés et l'Alternative, Indépendant Express. Les journaux sont en train de tomber un à un. Ça ne préoccupe personne. Quand, depuis 2010 jusqu'en 2017, nous avons accompagné l'ANC. Nous les avons accompagnés. Les journaux sont là, vous pouvez les retrouver dans les archives. Là, à la une de nos journaux, c'était Fab. Ou rien. Parce que, de bonne foi, nous étions convaincus que c'était le parti le plus populaire, c'est eux qui pouvaient incarner le changement. On l'a accompagné sans rien demander en retour. Demandez-leur s'ils n'ont jamais investi un franc dans l'alternative, ils nous donnaient un franc. Quand nous avons lutté pour les députés qui étaient chassés à l'Assemblée nationale, dans leur histoire de 9 députés, où à chaque fois on appelait la presse, les conférences de presse s'acheminaient, on était là, on écrivait les articles. Ils sont allés à Abuja, quand on a versé l'argent, je ne sais pas comment ça se dit là, on a payé les réparations là. Est-ce que ceux qui ont reçu les 500 millions ont appelé ne serait-ce que les journalistes à un déjeuner de presse pour leur offrir une bière? Les gens, les choses ont disparu. Si ce n'est pas des journaux du pouvoir qui sont venus informer l'opinion qu'on a déversé l'argent, personne ne savait. Donc, voilà comment la situation se présente. Et donc, Fabi, ils se sont attaqués à elle, ils ont raconté des histoires, parce que leur arme favorite,
c'est quand tu commences par critiquer, on dit, ah oui, c'est à unir. Oui, c'est le régime. Oui, on te donne de l'argent. Entre eux et nous, qui est plus proche du régime. Nous, on est droit dans les bottes, dans nos bottes. Moi, c'est pour ça que j'ai dit, je ne vais pas parler de mon parcours depuis l'UFC. Moi, j'ai fait avec des gens. Quand on était des jeunes à l'époque, tous ces gens ont basculé dans le régime. Des gens ont été nommés ministres. Des gens sont encore préfets. Des gens de notre groupe, je ne les ai jamais suivis. Vous pensez que dans ce pays-là, Ferdinand Haïté ne reçoit pas des propositions? Même à un niveau inimaginable. Mais je suis resté droit dans mes bottes. Droit dans mes bottes. C'est pour ça que j'ai la liberté de parler de tout le monde. Si demain je veux parler de fond, je parle de lui, je vais parler de l'UNI, je parle de... Si je veux parler de l'opposition, je parle en toute tranquillité. Je ne suis redevable à personne. Je fais mon boulot de journaliste. Avant, on accompagnait les partis politiques. Aujourd'hui, on a compris que, bon, on a fait ce qu'on pouvait faire et que ces partis-là, excusez-moi, n'incarnent plus grand-chose. On préfère être du côté du peuple et sensibiliser le peuple, parler aux gens de leurs problèmes, de ce qui se passe, des injustices. Peut-être la solution viendra un jour du peuple. Mais comme on n'est plus à leur disposition, il faut nous détruire. Voilà. C'est le jeu qu'ils sont en train de faire. Quand vous allez finir de détruire les journalistes, puisque presque tous les journaux ont commencé par fermer, le journal Liberté, qu'est-ce que le journal Liberté n'a pas fait pour l'ANC? Eux, ils étaient encore plus engagés avec eux que vous. Qu'est-ce qu'ils ont fait pour aider cette rédaction? Qu'est-ce qu'ils ont fait? C'est un quotidien. C'est pas facile de tenir un quotidien au Togo. C'est le seul quotidien au Togo qui est proche de l'opposition. Qui le soutient? Personne. Personne. Mais le jour où vous allez faire une critique, on va vous insulter, on va dire oui, vous êtes dans le régime, c'est le régime qui vous finance, c'est le régime. Finance qui? Ce n'est pas qu'on n'a pas... personne ne nous empêche d'aller. Si demain, moi j'ai toujours dit à mes rédacteurs que vous êtes, que mais nous, le jour où on n'est plus en mesure de faire l'alternative, on ferme. Chacun retourne dans son petit business. Nous, on sait tout faire. Moi, j'étais en exil au Bénin, on faisait tous les travaux, manœuvrage et tout, et tout. On sait tout faire. On peut aller vendre au marché, on peut faire tout. Mais on ne finira jamais dans ce que vous pensez. Parce que leur souhait, c'est qu'un jour, on dise que oui, les gens de l'alternative ont fini dans l'Uni. Et ils vont dire, voilà, on vous a dit que ces gens-là, ils roulaient pour le régime. Vous allez attendre longtemps. Peut-être que le jour où Jésus va revenir. C'est ça. Parce que le jour où nous, là, on n'aura plus les moyens de faire ce que nous sommes en train de faire aujourd'hui là. Et ce que nous sommes en train de faire pour aider beaucoup de Togolais. Vous ne pouvez pas imaginer des gens qui défilent ici, qu'on arrive à sortir des problèmes là. Ah oui. Le jour où on n'aura plus les moyens de le faire là, on va fermer. Et puis chacun va prendre sa route. C'est tout. On peut le faire. Mais on ne finira jamais là où vous pensez. Parce que vous vous trompez. Vous pensez qu'on ne reçoit pas des propositions. Vous pensez que les gens ne tentent pas de nous attirer vers eux. Mais c'est parce que nous sommes bien formés. On est solidement, mentalement, on est mentalement solide. On sait là où on va. On sait là où on va. Donc voilà la situation. Et donc, aujourd'hui, vous avez suivi Ambroise Mondio qui a fait l'audio. Ah oui. Tous ces journaux ne sortent plus aujourd'hui. Oui. Personne ne leur demande comment on peut vous aider. Par le passé, vous nous avez accompagnés. Aujourd'hui, qu'est-ce qu'on peut faire pour vous aider? Personne. Mais vous allez entendre ou lire leurs talibans sur les réseaux sociaux. Ils inventent des vies à des gens. C'est comme ça qu'ils ont inventé des histoires sur Fabi, raconté plein de mensonges sur elle pour la discréditer. Quelqu'un m'a envoyé une capture d'écran où quelqu'un dit que moi j'ai des enfants dehors. Si à lui ça que j'ai deux femmes, oui, que je suis devenu tellement chose que je fais des enfants partout. S'il savait que pour toi c'est métro boulot de que je fais des enfants partout. Juste ce qu'il faut pour discréditer les gens. Tout le monde connaît ma famille. Ben oui. J'ai une femme et 3 enfants. Tout le monde les connaît. Vous les connaissez, tout le monde les connaît. Quand je ne suis pas au boulot, je suis à la maison. Oui. Je ne vais chez personne. On est ensemble tous les jours. On est ensemble tous les jours. Vraiment quoi. Et vous imaginez ce qu'on est capable de développer juste pour salir quelqu'un? Parce que ce journal ne les supporte plus. Ou parfois fait des critiques de l'opposition. La dernière fois dans l'émission ici, nous avons parlé des sénatoriales. C'est ça qui les a même mis en courroux. Ah oui, oui. Nous avons le droit de nous prononcer sur les sénatoriales. C'est un travail de journaliste. Nous avons le droit en tant que journaliste de dire que le Togo n'a pas besoin de Sénat.
Si eux, les politiciens, veulent aller dans le Sénat, nous avons le droit de dire que le Togo n'a pas besoin de Sénat. Nous avons des institutions dans ce pays qui ne fonctionnent même pas, mais qui engloutissent de l'argent. Prenez chaque fois qu'il y a la loi des finances, le budget, vous allez voir. En plus, il y a la HAC, Cour constitutionnelle, Cour des comptes. La Cour des comptes n'a même pas de siège. Elle est logée dans 3 immeubles à Forêt-Valaba. C'est des gens qui sont payés par mois. C'est de carburant. Ils ont voiture. Ils ont tout. Et c'est vrai que de temps en temps, ils sortent des rapports. Mais c'est un poids financier pour le pays. On a la Cour constitutionnelle qui n'a même pas de siège. On a un Parlement qui a plus de députés qu'il en faut. On a Aplusia. Voilà. Qui a été créé il y a 5 ans, qui est logé quelque part à Kégué là-bas dans un immeuble loué. Il n'y a pas de siège. On appelle la HAC. Vous avez toutes ces institutions qui, certains sont totalement perdus. Et vous voulez, pendant que le pays n'a pas d'hôpitaux, les gens n'ont pas de forage d'eau dans les villages, il n'y a pas de voie, il n'y a pas de route, il n'y a pas de scanner dans les hôpitaux, il n'y a même pas d'alcool dans certains hôpitaux, et que le salaire des citoyens, des fonctionnaires sont bas, et qu'on n'arrive pas à relever le SMIC. Vous voulez créer un Sénat pour alourdir les dépenses de l'État. Dans d'autres pays, l'État est en train de serrer la ceinture. Macky Sall l'a dit que lui, il a supprimé le Sénat parce que le Sénégal n'en avait pas besoin pour utiliser cet argent et développer le pays. Parce que si on instaure le Sénat et on décide d'accorder au Sénat comme budget 20 milliards chaque année, au bout de 5 ans, c'est beaucoup d'argent. Avec cet argent, on peut construire des écoles. Donc, c'est de notre droit en tant que journaliste de se prononcer sur l'affaire, de dire que nous n'avons pas besoin de Sénat. Maintenant, s'il y a des responsables de partis politiques qui veulent devenir sénateurs et qui prennent mal nos explications, c'est leur problème. Ce n'est pas nous qui allons les empêcher d'aller aux élections, mais nous, nous donnons notre avis. Et je ne me suis prononcé que sur le Sénat. Je n'ai pas parlé des autres élections. J'ai dit, on n'a pas besoin de Sénat. C'est une institution de prestige. On veut créer une maison de retraite pour des politiciens. Alors que la population souffre, on n'en a pas besoin. C'est ça qui les a mis en cours. Puisque des gens parmi eux sont rentrés dans mon téléphone, ils bossent au hasard, m'envoient des injures, m'envoient plein de choses, ils ont coupé la vidéo, ils m'ont envoyé. Je n'ai pas réagi. Je ne réagis pas souvent. Ils sont vraiment du culot. Oui, ils ont dit, je suis taré, je suis ceci, ils ont dit tout ça. Je n'ai pas réagi. Voilà. Donc, voilà la situation. Et nous estimons que face depuis longtemps, on a dit qu'on ne va pas se prononcer. Mais par rapport à ce qui se passe là, nous sommes pris de feu. On tape dessus du côté du pouvoir, on tape dessus du côté de certains partis d'opposition. Nous sommes bien obligés de clarifier la situation aux gens. Dans tout ce que je viens de dire là, où est-ce que nous avons été fautifs? Où est-ce que nous avons été fautifs? J'ai entendu, pour conclure, 2 ou 3 sons sur les réseaux sociaux que des amis m'ont envoyés, des gens qui m'ont raconté des histoires, des histoires inimaginables. Il y a un certain Mélinato qui se dit, je ne sais pas, ancien militaire, qui est aux États-Unis, qui prend souvent des vidéos sur des vieux chars aux États-Unis, qui fait croire aux gens que lui va faire je ne sais pas quoi au Togo. Des gens qui étaient des anciens tueurs dans ce pays, même si demain il y a le changement là, ces gens-là, il faut les interroger. Ce monsieur-là, il faut les interroger. Il faut l'interroger. Est-ce que les gens connaissent réellement le passé de ce monsieur? Les gens connaissent le passé de ce monsieur? Et c'est lui, mais renseignez-vous. Et c'est lui qui est sur les réseaux sociaux, qui est devenu le porte-parole d'un parti comme l'ANC, qui est dans les forums, les plateformes de l'ANC, qui insulte les gens, qui invente des histoires inimaginables, à dormir debout, faisant croire qu'il a des informations. Mais vous les Togolais là, réveillez-vous. C'est quoi votre problème? Vous avez perdu la lucidité ou quoi? Des anciens tueurs, c'est-à-dire que tueurs à gage. Je dis tueurs à gage. C'est des dossiers qui vont s'ouvrir demain. Qui se retrouvent aux États-Unis parce que le clan dans lequel il était est tombé en disgrâce. On a pris leur patron, ils ont fui. Et c'est lui aujourd'hui qui est devenu le stratège de certains opposants sur les réseaux sociaux. Mais incroyable. Mais c'est incroyable. Qui invente ce qui n'existe pas, juste pour salir les gens. C'est ce que j'ai à dire sur lui. Maintenant, je vais parler un peu de mon frère Yemi, parce qu'il a fait aussi une intervention. Lui, son cas me tient à cœur.
Pourquoi je le dis? Yemi, c'est un frère à moi, pour ceux qui ne le savent pas. Quand je dis frère, ce n'est pas un frère de sang, ce n'est pas un frère de famille. Mais nos chemins se sont croisés vers 2003. On a développé des relations fraternelles. On faisait des discussions ensemble, on était tout le temps ensemble. Et en 2004, Yemi a dit que lui, il va partir aux États-Unis. C'est un gars très intelligent, il était entrepreneur, il faisait beaucoup de choses. Il dit, bon, il va partir aux États-Unis avec sa famille. Bon, parce qu'il avait l'opportunité d'aller en Europe, il revenait tout le temps. Il dit, bon, il va partir aux États-Unis. Et je me rappelle qu'on était même dans la maison d'un de mes amis communs, de nos amis communs à Djidjolé. Et il me disait, mais Ferdinand, il faut partir, hein, il faut qu'on parte. J'ai dit, non, moi je ne pars pas. Moi, je n'ai pas envie de partir, parce que si moi j'ai envie de partir, je serais parti depuis. Il dit qu'il va partir. Donc, Yemi, en 2004, je crois, est parti aux États-Unis avec sa femme et ses enfants. En fait, il allait au Canada. Donc, malheureusement, il n'a pas pu s'installer au Canada et il s'est installé aux États-Unis. Mais puisque la destination finale, c'était le Canada et que ça n'a pas marché et qu'il s'est installé aux États-Unis, il fallait qu'il prenne l'asile politique. Et donc, lui et sa famille, sa première fille, il a expliqué la situation et il a lancé la procédure. À un moment donné, pour ceux qui savent comment ça se passe aux États-Unis, dans d'autres pays, aux États-Unis, parfois, ça aboutit à un procès. C'est-à-dire qu'il y a une audience, il faut apporter les preuves que tu es menacé, il faut qu'il y ait des témoignages. Et moi, Ferdinand, c'est des choses que je n'ai pas l'habitude de dire, mais que je vais dire aujourd'hui. J'ai témoigné depuis le nez devant un tribunal aux États-Unis pour que Yemi ait les papiers. Je n'étais pas seul. Il y avait aussi un prêtre que je ne vais pas citer, il y avait d'autres personnes, mais j'ai témoigné. Je l'ai fait pour beaucoup de Togolais qui existent à l'extérieur. J'ai témoigné devant, à distance, au téléphone, pour que Yemi ait les papiers aux États-Unis. Et lui, en retour, il nous a beaucoup aidé aussi. Je disais tantôt qu'en 2006, déjà, on avait lancé un journal fin 2005 qui s'appelait Gazette. Quand on a lancé ce journal avec Itelfonse, Yemi nous a apporté une contribution financière pour nous soutenir. Quand je suis revenu à l'alternative, il nous a soutenus financièrement. Un bon bout de temps, il a envoyé sa contribution pour le journal. En 2017, j'étais aux États-Unis et à Washington, il est venu me voir. On a beaucoup échangé. On échange toujours, il m'appelle au téléphone sur la situation politique. Il est venu me voir. On a beaucoup échangé. Il m'a offert des habits et tout. Et puis après, moi, je suis rentré. Qu'est-ce qui a fait qu'aujourd'hui, nous sommes distants? Et c'est un peu malheureux. Nous sommes distants parce que Yemi m'a appelé pour me dire comme toi, tu es écouté au pays, tu es journaliste, tu es tellement écouté par les Togolais, il faut que tu appelles l'armée à renverser le régime. J'ai dit, mais Yemi, ce n'est pas le rôle du journaliste. Ce n'est pas un rôle de journaliste, ça. Même aux États-Unis, le pays le plus où la liberté de presse est totalement consacrée, aucun journaliste dans les tests aux États-Unis ne peut appeler l'armée américaine, s'il même y a une situation, à faire quoi que ce soit. Et que moi, je ne peux pas faire ça. Toi, tu ne peux pas être... moi, je ne peux pas faire ça. Je ne peux pas, en tant que journaliste, j'exerce une fonction qui est encadrée par la loi. Même si je n'exerce pas la fonction de journaliste, même en tant que citoyen, je ne peux pas me lever et dire ça. Si on me prend, c'est la sédition. Je prends 20 ans, 25 ans de prison. Donc tu ne peux pas me demander, moi Ferdinand, parce que je suis un journaliste écouté par les Togolais, dans mes émissions, de lancer un appel à l'armée d'aller renverser le régime. Je dis non, c'est pas possible. Non. Après, il me dit, oui, il faut qu'on appelle, il faut que j'appelle quand il y a les manifestants de l'opposition qui sont dans les rues, il faut que je les appelle à aller devant l'état-major pour appeler les militaires et soutenir. Je dis, ce n'est pas mon rôle non plus. Et donc, quand j'ai dit ça, nos relations se sont refroidies. Et une fois, il a fait un audio qui a circulé sur les réseaux sociaux pour dire, oui, Ferdinand n'est pas un journaliste patriote, il est ci, il est ça. Je lui ai demandé s'il est patriote, s'il est vraiment un journaliste patriote, il devait appeler l'armée à renverser le régime. Il a
vous racontez tout un tas d'histoires. Les gens m'ont envoyé ces audios-là. Et donc, nos relations se sont distanciées. Parce que nous, les Togolais, ou certains Togolais, ce qu'on ne peut pas faire, c'est ce que nous poussons nos frères à faire. Lui, il est aux États-Unis. Il est tranquillement à l'abri de tout danger. Et il m'appelle, moi qui suis sur le territoire, d'aller dans une émission et d'appeler l'armée à renverser un régime en tant que journaliste. Même si c'est même je suis un citoyen simple. Vous voyez comment nos frères aiment nous prendre et nous jeter dans le feu. J'ai dit non. Et lui-même, il a dit sur les réseaux sociaux dans un audio. Et lui-même, il n'est pas quelqu'un de... Il développe sa théorie sur l'armée et tout et tout. Quand il est parti aux États-Unis, il est rentré une fois. Est-ce que tu te rappelles de l'année où il y a eu le braquage à l'aéroport? Oui, c'était 2014, 2014. 2014, voilà. Le jour où il y a eu le braquage à l'aéroport, le matin, là, vers 10h, Imi était à l'aéroport parce qu'il est rentré au Togo depuis qu'il est parti. Il était à l'aéroport pour peser les bagages avant de partir le soir, quand il y a eu les tirs à l'aéroport. C'est lui qui m'a appelé pour dire que ça tirait à l'aéroport. Il était totalement perdu, il était dans les toilettes. Et c'est celui qui a eu cette réaction-là, le jour où on a tiré à l'aéroport, qui me dit, moi, d'aller appeler l'armée. Et donc, parce que j'ai refusé ça, qu'à chaque fois qu'il y a un sujet concernant Ferdinand sur les réseaux sociaux, il fait une sortie pour m'insulter. C'est tout. C'est tout. Alors que lui, il a traversé des moments difficiles, même en couple. On était parmi les rares personnes qui l'ont soutenu parce qu'il a failli déprimer. Je ne sais pas s'il a déprimé, on l'a soutenu. Pour que le pire ne l'arrive pas, on l'a soutenu. Et en retour, comme je le dis, il n'a pas été quelqu'un d'ingrat. Il nous a aussi accompagnés. Mais tu ne peux pas me demander à moi, Ferdinand, de faire ce qu'il me demande de faire là. C'est tout mon péché, ça. Voilà. Donc, on a fait ces choses-là. On a fait beaucoup de choses avec les gens. Je vais vous raconter une petite histoire pour terminer. Habia Nicodème. Est-ce que vous m'avez vu une fois écrire un article sur Habia Nicodème ou contre Habia Nicodème? Jamais. Nous étions les jeunes à l'UFC à l'époque. On se rendait chez Gilles Christ, on était ensemble, on était dans les cours et tout, on faisait la mobilisation. Habia Nicodème. Demandez-lui. 2011 par là, je crois, je n'ai plus l'année en tête, Habia Nicodème avait tous les problèmes aussi au Togo. On le traquait, on voulait l'arrêter, il se cachait à Blogamé. Habia Nicodème nous a appelés au secours. Une nuit, il était caché quelque part en train de trembler. Parce que les gars l'ont traqué, ils n'ont pas pu l'arrêter. Qu'il faut qu'il sorte par tous les moyens du pays avant le lendemain. Nous avons fait une délégation pour aller voir nos leaders, ceux qui sont aujourd'hui dans... Vous imaginez, les premiers responsables de l'UFC, la nuit, pour leur dire, voilà la situation à laquelle nous sommes confrontés. Il fallait nécessairement sortir Habia du pays. Je ne peux pas vous donner la réponse qu'ils nous ont donnée. C'était tellement décevant. Une déception totale. On est sortis, nous sommes allés chercher la nuit dans l'argent. Il y avait moi, il y avait M. Claude Maboudou, il est aujourd'hui aux États-Unis, il était le président de l'UFC 5e arrondissement, donc il vivait à Bossimé. Il y avait Gilbert Achou qui après a basculé dans le régime. Jusqu'à 3 h du matin, nous avons trouvé l'argent. On a loué une voiture la nuit. On a pris Habia. Nous sommes arrivés à Néon. On a fait le détour. On a traversé le Mono. Sur le pirogue, masqué, on a amené Habia jusqu'à Cotonou, au cabinet de maître Yansoun Magloire. C'était un avocat un peu communiste à l'époque, je ne sais pas s'il vit encore, qui recevait, il y avait des gens dans son cabinet qui recevaient tous les réfugiés togolais qui venaient et puis après les aidaient auprès du HCR et tout ce qui voulait faire les papiers. C'est comme ça qu'on a exfiltré Habia du pays. Nous étions 3 qui l'avons exfiltré la nuit. Et un jour, un journaliste a tenté de mal parler de moi devant Habia. Habia a failli le tuer. Et là, tu connais Ferdinand. C'est des choses que nous ne disons pas. Qu'on laissera dans des livres pour que les gens puissent avoir le témoignage de ce qu'à un moment donné, nous avons fait comme sacrifice dans ce pays. Alors, ceux qui viennent de découvrir la politique, à travers WhatsApp et Facebook,
et qui se cachent derrière des profils et tout ça, qui racontent leur vie. Ah oui, c'est ça. Libre à vous. Ils n'ont même pas le courage de... Libre à vous. Dévoiler. Libre à vous. Libre à vous. Nous faisons notre travail citoyen. Sensibiliser les Togolais, essayer de leur dire, ça ne va pas, il faut faire ci, il faut faire ça. C'est tout. Donc voilà ce que je voulais vraiment partager avec ceux qui nous suivent sur cette chaîne par rapport à tout ce qui se passe là. Nous, principalement l'alternative, on n'a rien contre l'ANC, Golf 4 et tout ça. Si on avait quelque chose contre eux, ce n'est pas un article comme ça banal qui serait sorti. Ce n'est pas, les gens de CDQ qui allaient venir nous voir pour dire aidez-nous parce qu'il y a un établissement qui s'effondre. Si on avait quelque chose contre eux, c'est sur leur mairie là qu'on va tomber. Ce n'est pas qu'on n'a pas les informations. Ce n'est pas qu'on n'a pas les informations sur ce qui se passe dans la mairie. Mais c'est qu'ils ne nous intéressent pas. Sinon, nous on est dans l'investigation, on allait tomber sur eux. Et Dieu seul sait ce qu'on va sortir. Donc, si les gens ne veulent pas travailler dans leur mairie et veulent ouvrir des fronts avec des journalistes parce que ces journalistes ne les accompagnent plus et passent le temps à les dénigrer, libre à eux. Mais il arrivera des moments où des déballages comme ça, on va franchir la ligne on va franchir la ligne rouge. Et on verra si au bout de ça, ils vont tirer un gain de ça, de cette confrontation. Si moi je suis responsable d'un parti politique et que nous avons connu une dégringolade pendant les élections, on ne va pas commencer par s'en prendre à tout le monde. C'est d'abord de faire un diagnostic interne de ce qui nous est arrivé, tirer les leçons et voir comment on doit travailler pour remonter la pente. Plutôt que de trouver des boucs émissaires, de dire oui, il y a ci, il y a ça, c'est tel parti, c'est tel regroupement de partis, c'est tel journaliste. Voilà tout ce qu'on a fait pour les aider. Et qu'est-ce qu'on va faire pour les détruire? Rien du tout. Rien. Absolument rien. Donc voilà ce que moi je voulais dire. Et cette émission ou cette vidéo, nous le faisons pour apporter les clarifications nécessaires par rapport à cet incident. Oui. C'est une sorte de droit de réponse. On ne reparlera plus de cette affaire. Voilà. Nous, on a d'autres choses à faire. On a d'autres choses plus importantes à faire. On n'est pas là pour rester dans les débats de caniveau, de bas niveau, des gens qui n'ont aucune qualification, qui se donnent des diplômes et tout ça. On ne reste pas dans ce débat-là. Nous connaissons, nous-mêmes nous connaissons nos qualités, nos forces et nos faiblesses. Et nous faisons avec. Nous ne sommes pas des gens parfaits. Alors, pas du tout. Non. Nous n'avons jamais dit que nous sommes les plus parfaits au Togo. Nous avons nos forces, nous avons nos faiblesses. Mais il y a des choses que nous, on ne fait pas. Et qu'on n'a jamais fait. C'est pour ça que, tu sais, la dernière fois, quand on était chez l'ambassadeur, on était ensemble. Et l'ambassadeur qui est parti, je ne veux pas, des États-Unis qui est parti quand nous sommes sortis de prison. Et quand il a voulu nous voir, on a échangé avec lui pendant des heures à son domicile. Et quand il me raccompagnait, puisqu'il nous a raccompagnés, il était avec ses collaborateurs, il était avec Joël et tout ça, quand il me raccompagnait, il m'a dit, nous sommes quand même fiers de vous parce que vous avez le courage de braver, vous prenez des risques. Je suis en train de partir, mais j'espère que vous resterez toujours les derniers remparts de la liberté de presse au Togo. C'est ce qu'il m'a dit. C'est bien, on est rentré comme ça. C'est ce qu'il m'a dit. Nous ne faisons que notre travail. Joël est mort, qui en parle? Les gens se sont réjouis dans les forums de l'ANC qu'il est décédé. Oui. Quand nous étions en prison, ils se sont réjouis. Ils se sont réjouis dans le forum, sur leur plateforme. Les gens ont atteint un niveau d'inhumanité au point qu'on se demande si ce pays leur tombe dans les mains, comment ils vont le gérer. C'est des attitudes que tout le monde observe, hein, et chacun tire les conclusions. Donc, nous, on ne fait que notre travail, comme je le dis. On n'est pas parfait, on ne bombe pas le torse en disant que nous sommes les meilleurs, on ne dit pas que nous sommes les plus importants, mais si nous aussi on a envie de fermer cette boîte-là pour devenir réfugié quelque part, on va partir. Si moi je décide de partir, comme je te l'ai dit, je le disais tantôt, moi je n'ai jamais fait l'option de partir. Il y a des amis, des frères depuis des années qui me disent Ferdinand, quitte dans ça, viens t'installer, et tu as fait ta part. J'ai dit, mais vous savez qu'il y a des gens qui ne conçoivent pas vivre ailleurs que chez eux. Moi, je n'ai jamais fait l'option de partir.
Si moi je débarque en Amérique du Nord aujourd'hui ou en Europe avec ma famille, vous et tout ça, nous sommes dans des rapports partout dans le monde. L'alternative se retrouve dans des rapports FDH, ONU, tout partout. Pegasus, tout ça. On n'aura pas de difficulté à prendre des papiers. Ouais. Mais après, ça donne quoi? Nos amis qui sont partis dans les années 2000, quand on terminait l'université, aujourd'hui, les gens sont déjà fatigués de l'extérieur. Les gens veulent rentrer, mais le pays n'a pas évolué pour leur permettre de rentrer. Voilà. Donc, nous avons fait l'option de rester. Si demain, nous n'avons plus les moyens de continuer l'alternative, on va fermer la boîte. On ne changera jamais de ligne éditoriale. Vous pouvez le mettre ça dans votre tête. Pour le plaisir de quelqu'un. Pour le plaisir de quelqu'un. Jamais. Jamais. On restera toujours droit dans nos bottes et aux côtés du peuple togolais qui cherche le changement. Mais nous ne resterons pas aux côtés d'un parti politique. On avait fait ça par le passé. Parce qu'aujourd'hui, nous avons compris que on parle du Togo, les gens parlent de leur parti politique. Le Togo est plus grand que les partis politiques. Nous resterons auprès des Togolais. Si nous avons, la certitude qu'un Togolais dans ce pays émerge et a les potentialités de nous conduire au changement, nous le soutiendrons. Sans aucune hésitation. Sans rien demander en retour. Parce que nous sommes résolument engagés pour ça. C'est notre credo. C'est pour ça que le journal s'appelle l'alternative. Vous ne comprenez pas. L'alternative. Vous ne comprenez pas. On ne parle pas d'alternance, on parle d'alternative. Parce que l'alternance n'est pas le problème. C'est l'alternative qu'il nous faut. Si le Togo bascule demain dans un autre régime, comment faire pour maintenir ce pays? C'est ça qu'il nous faut. Ils ne comprennent pas. Ils lisent le journal comme les gens de la rue. Voilà ce que je voulais dire pour terminer cette intervention. Merci beaucoup, Ferdinand. Je remercie tous ceux qui nous suivent, tous ceux qui continuent de nous faire confiance et qui nous accompagnent dans ce métier très exaltant, passionnant, mais aussi avec tous les risques que nous prenons tous les jours, pour nous-mêmes, nos familles, nos enfants. Et priez pour nous. Et j'espère que le Seigneur va nous accompagner. Voilà, c'est tout. Merci beaucoup. Nous sommes arrivés à la fin de cette émission, une émission spéciale consacrée à une sorte de droit de réponse dans cette affaire. Merci. Mais ce que les gens doivent retenir, c'est que l'homme politique, lui, il passe, mais le journaliste demeure. À la prochaine.